Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission politico-économique et sociale Faire croiser. 1er août 1960, 1er août 2019, le Bénin vit la fièvre de ses 59 ans d'indépendance, colonie du Dahomey. Colonie du Dahomey et dépendance, le Dahomey est devenu indépendant en 30 ans, échoué à bâtir l'État-nation conçu par la puissance coloniale qui a rassemblé de force différents royaumes, au moins 7 grands groupes socio-linguistiques avec près de 60 langues ou intention de communiquer. Un échec qui trouve ses racines d'une part dans le régionalisme et le sectarisme entretenu par une prétendue opposition nord-sud et d'autre part par la mesquinerie et la méchanceté comme décrit par Emmanuel Mounier. Les périodes 60, 72, 72, 90 ont donc été meublées par des conflits politiques incessants, des assassinats régionalistes, des coups d'État, des velléités sécessionnistes, la révolution, la dictature et la banqueroute. En 1990, le pays renaît de ses cendres par une historique conférence nationale qui consacre la démocratie, l'état de droit, le libéralisme économique, le multipartisme et un renouveau médiatique. 6 élections présidentielles démocratiques et pacifiques sont passées. Nous sommes en 2016, le Bénin, à l'ère d'un nouveau régime. La rupture épouse curiosité, peur et inquiétude. Et c'est ici que nous ferons le bilan de ces 59 ans d'indépendance et tenterons d'entrevoir les perspectives. Place au débat. Bénin, 50 ans d'indépendance, bilan et perspective, c'est le thème que nous abordons ce soir et pour en parler, j'ai à ma gauche M. Zéphirin Aouga, il est philosophe, consultant en gouvernance et chroniqueur politique. M. Aouga, bonsoir. Bonsoir M. Fréjus, bonsoir aux téléspectateurs. Eh bien, face à vous et à ma droite, nous avons Marcel Zoumenon, il est journaliste d'investigation spécialiste de la politique, il est le rédacteur en chef de l'un des quotidiens les plus en vue au Bénin, La Nouvelle Tribune. Bonsoir, Monsieur Zoumenon, et merci de toujours répondre présent à notre invitation. Bonsoir Fréjus et bonsoir aux téléspectateurs d'IDN TV. Eh bien, sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. S'il était un homme, il serait une personne de troisième âge. Le Bénin a 59 ans. Nous sommes à l'heure du bilan. Zéphirin Aouga, je vais commencer par vous. Le Bénin a-t-il réussi à tenir le pari de disposer de lui-même après 59 ans d'indépendance? Bon, on peut le dire. On peut le dire que le pays continue d'exister. Nous sommes là, debout, et nous comptons les bougies les unes après les autres. 59 ans. Maintenant, il reste à évaluer le parcours, à évaluer les efforts, et à voir si tous les défis ont été relevés, à voir ce qu'il reste à faire pour que réellement, pour voir si toutes les attentes, et voir à peu près par rapport aux autres pays, nous comparer par rapport aux autres pays, les pays qui étaient plus ou moins au même niveau que le nôtre en 1960, et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, et nous comparer par rapport à ceux-là pour voir si effectivement on a pu faire un pas, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut... je crois qu'on a beaucoup de choses à dire, je crois, au cours de l'émission. Je dirais ce que j'en sais, oui. Merci, M. Zéphirin Aouga. Marcel Zoumenon, pensez-vous, comme Zéphirin, qu'après 59 ans d'indépendance, le Bénin dispose de lui-même aujourd'hui? Oui, je crois que le Bénin dispose de lui-même. Ce qui est important, au-delà du bilan, c'est de dire, de reconnaître qu'il n'y a pas de dignité pour l'homme, l'humain, s'il n'est pas libre, s'il n'est pas responsable de lui-même. Je crois que les indépendances des années 60 ont permis à chaque pays de faire eux-mêmes, chaque pays a pu faire lui-même sa propre expérience pour voir comment est-ce possible pour lui de faire son chemin dans le Conseil des Nations. Je crois que c'est cela qui est le plus important pour moi, la capacité aujourd'hui pour nous de dire nous sommes des citoyens béninois et non des citoyens français. Et je crois qu'il y a une fierté à en tirer
au-delà de tous les autres problèmes qu'on aura abordés tout à l'heure. Merci beaucoup. Nous sommes donc, sinon, vous êtes tous deux d'accord sur ce principe. Le Bénin est effectivement libre et dispose de lui-même. Ma seconde question, Zéphirin Ouga, le Bénin voulait construire un État-nation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y est parvenu? Non, pas encore totalement. Et je voudrais remonter un peu dans l'histoire pour voir quel est le contexte dans lequel on a été indépendant aussi. Il faut comprendre que nous étions une colonie. M. Zoumenou l'a rappelé tantôt. On était une colonie et durant des années, on a été colonisé. On n'était pas les seuls. Et on était plus ou moins dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, déjà à partir de 1945 à 1946, la France, qui était notre pays colonisateur, a compris que, vu l'effort de guerre des colonies et tout, il y a une grande volonté de liberté, et une envie de liberté qui se développait dans les colonies et tout. Donc la France a dû revoir un peu sa collaboration, sa coopération, comment gérer ces colonies-là. En 1946, elle a trouvé une formule politique pour parler de l'Union française. Et on n'était plus... Il y a une petite zeste de liberté qu'on accordait et on voudrait amadouer un peu ou bien encourager un peu les colonies pour leur dire, bon, désormais, vous allez rester dans une union avec la France. Mais chemin faisant, avec 2 ans après, 10 ans après, sinon 12 ans, 58, ça a duré, l'union a duré 12 ans. Donc à partir de 1958, la France a vu aussi que cette volonté de liberté, cette envie d'être libre, germe partout dans ces colonies. Donc elle a trouvé une autre forme, la communauté, à partir de 1958, la communauté française. Et c'est dans cette communauté-là qu'on demandait à chaque territoire de bien vouloir vivre en communauté avec la France. Et c'est dans ce sillage-là que la Guinée, en 1958, en septembre, a dit non au général de Gaulle qu'elle préfère vivre en liberté que d'être un État soumis. Et ainsi de suite. Mais dans les autres pays, comme le Dahomey, les autres pays, les gens ont voté, ont accepté, on a accepté de rester dans la communauté, mais après, les choses ont évolué et puis on est devenu indépendant. Voilà, donc ce n'est pas une indépendance qu'on a eu de haute lutte, mais il y a eu des luttes internes, il y a eu des syndicats, il y a eu nos grands-parents, des gens ici qui ne se sont pas laissés faire, les cheminots et tout. On connaît tout ce qui s'est passé, mais voilà comment on est devenu indépendant. Et depuis lors, on a continué par gérer comme ce que les Européens nous ont appris. C'est là où il y a un peu de problème, à mon avis. On a commencé par gérer comme les Européens nous ont appris. On a fait la démocratie au début. Assemblée, gouvernement, les partis politiques et tout. Mais les querelles politiques n'ont pas permis d'avoir une stabilité politique en tant que telle. Déjà à partir de 1963, ça a commencé, le déclic a commencé. Et puis bon, des coups d'État sur des coups d'État, nous sommes arrivés à 1972, vous avez rappelé dans votre introduction. Donc tout cela, sur le plan politique, il y a eu, les politiciens n'ont pas bien réussi, les politiciens n'ont pas su réussir pour pouvoir nous amener à l'État-nation qu'il faut, parce que c'est les mêmes politiciens qui exploitaient un peu le régionalisme, tout ça, alors que souvent, dans l'ensemble, nous sommes des peuples quand même un peu pacifiques, où il y a eu brassage, pas mal de brassage. Il est vrai qu'il y a quelques problèmes historiques sur le plan de l'histoire. Il y a quelques souvenirs historiques par rapport à entre certains peuples. Certains peuples, on sait que le peuple d'Abomey, les fonds d'Abomey, tout ça là, le royaume d'Abomey a semé un peu de peur autour de lui par rapport aux autres peuplades. Donc il y a ça, mais en dehors de ça, depuis que les Européens nous ont mis ensemble et tout, après l'indépendance, les politiciens qui sont intellectuels ont
ont exploité un peu ces relents régionalistes-là et qui n'ont pas permis d'atteindre rapidement l'État-nation dont vous parlez. Mais chemin faisant, avec la démocratie et tout, on a l'impression, parce que moi je commence par avoir l'impression que quelque chose se fait, malgré les soubresauts qu'il y a eu la dernière fois à Tchaourou et autres, tout ça là. Mais on a vu que l'ensemble du pays est resté quand même un peu calme et tout, et les gens n'ont pas su profiter pour faire chose là. Donc il y a un effort qui se fait et il y a une conscience nation, si je peux parler ainsi, qui commence par naître. Il va falloir que les politiques travaillent pour que cela puisse être réalité, parce que les peuples ne veulent rien d'autre que de vivre en paix. Merci beaucoup, Zéphirin Ouga. À vous entendre, on dirait que les meurtres issus de l'histoire, les meurtres issus historiques ont contribué quand même à fragiliser la volonté de créer un État-nation, de faire du Bénin un État-nation. Vous l'avez rappelé, le régionalisme, le sectarisme entretenu par les leaders politiques en quête de popularité et d'assises et qui ont exploité malheureusement ces phénomènes. Vous parliez tantôt de régionalisme créé depuis par le colon. Vous faites référence sans doute au bas Dahomey, au haut Dahomey créé entre-temps par le colon, les privilèges accordés aux gens du Sud qui ont été très tôt instruits, contrairement aux gens du Nord. Et puis, on a eu le sentiment à un moment donné que les citoyens du Sud ont été exploités pour asservir davantage les gens du Nord. Donc, tous ces phénomènes, une fois que le Bénin est devenu un pays indépendant, a fragilisé un peu la constitution de cet État-nation. Eh bien, Marcel Zoumenou, voilà, piqûre de rappel fait par Zéphirin Ouga, est-ce que vous avez le même sentiment que l'État-nation a échoué? Oui, j'ai écouté avec beaucoup de plaisir le récit fait par M. Ouga. C'est vrai que je ne suis pas de cette époque, mais on m'a conté cette époque. On m'a conté cette époque à la maison, on m'a conté cette époque dans les émissions, on m'a conté cette époque dans les livres que j'ai pu lire. Et donc, je peux en dire quelque chose. Tout le récit fait par M. Ouga, je crois que c'est réel. La lutte pour les indépendances, c'était de grandes luttes menées par nos aînés, nos pères, nos grands-pères. Il y avait beaucoup. Moi, je voudrais saluer, en dehors de tout ce que M. Ouga a dit, le travail fait par la FIANF et l'UGED, qui était l'Union générale des étudiants du Dahomey, des élèves des étudiants du Dahomey, qui a mené, qui a pesé de son poids dans cette lutte pour les indépendances. Mais une fois que les indépendances ont été acquises, les hommes politiques se sont installés et entre eux, les problèmes ont commencé. Et donc, moi, la première chose que je voulais dire, qui est le premier frein à la consolidation de l'unité nationale, c'est les querelles de personnes. Quand vous regardez la période 60-72, qui a été la période la plus tumultueuse, c'est beaucoup plus les querelles entre trois hommes politiques. Apiti, voilà. Et Manga. Et un quatrième larron, qui est Émile Delin-Zissou. Je venais un peu plus tard. Donc, mais de 72 à 1990, un homme a pris le pouvoir avec une autre manière de faire les choses et qui, bon, peut-être en tirant leçon de ce qui s'est passé les 12 premières années, a dit « Je vais instaurer un régime fort, bon, qu'on a appelé ici dictature, que moi je mets souvent en griffe, et qui a pu tenir le pays pendant 17 ans. Et après, ce système est tombé et on a dit qu'il faut un autre projet de société, un autre projet de gouvernance. Et donc, nous sommes allés à la conférence nationale et nous sommes entendus pour instaurer la démocratie et l'état de droit. Et donc, je disais tout à l'heure que le premier frein à la consolidation de l'unité nationale, c'est cette querelle de personnes. La deuxième chose, c'est le passé historique, le passé culturel du pays. Et toi-même, tu as dit dans ta présentation que le Dahomey, en tout cas ce qui géographiquement représente le Bénin aujourd'hui, faisait 7 grands royaumes. Voilà.
et 62 ethnies. 62 ethnies selon le... Cette grand groupe socio-linguistique, Voilà. pour être plus précis, avec Voilà. des royaumes, des établissements rassemblés de force de part et d'autre. Tout à fait. Donc, c'était pas facile de mettre tout ça là en musique pour qu'il y ait une harmonie. Donc, il fallait quelqu'un qui imprime de nouveaux modes opératoires, de nouvelles manières de faire. Et donc, donc, je dis, il y a ce passé qui est venu s'ajouter. Et enfin, il y a ce que Mounier a appelé la mesquinerie béninoise, la méchanceté. Le fait de détruire l'autre, de contribuer à le déstabiliser. Donc tout ça là mis ensemble n'a pas favorisé l'État-nation. Mais il faut saluer le travail fait par le général Mathieu Kérékou. Quand je fais un peu le point de tous les présidents, celui qui était le plus accroché à ce mot, unité nationale, c'est encore le général. Je l'ai suivi même pendant la période révolutionnaire et pendant ces 10 ans, quand il est revenu au pouvoir en 1996, dans tous ses discours, il y avait ce mot qui venait, l'unité nationale. Et c'est sous ce président, le général Mathieu Kérékou, je crois, pendant la période révolutionnaire, qu'on ne nommait jamais un préfet qui est originaire de son département. Ça dit quoi? Ça dit que quand tu vas dans l'Ouémé, la plupart des préfets étaient des gens venus d'ailleurs. Et quand tu vas dans le Mono, la plupart des préfets, c'était de petits trucs qui favorisaient un peu l'unité nationale. Mais à la conférence nationale, au retour de la démocratie, les premiers leaders qui sont venus, qui étaient des gens qui étaient dans la lutte politique, qui sont venus, qui ont créé les partis, se sont greffés sur l'ethnie pour créer les partis. Donc, quand vous voyez, par exemple, la RB, on sait que c'est le parti des fonds. Quand vous êtes de l'Ouémé de Porte-Novo, même quand vous dites que vous n'êtes pas du PRD, on a du mal à vous croire. Oui. Et quand vous êtes à Dja, quand vous êtes du Mono, on sait que vous êtes... Un phénomène observé bien avant 90. Quand le second siège de député avait été refusé à M. Maga, il y a eu la création du groupement ethnique du Nord. Donc, tout ceci, on a continué dans cette lancée. Voilà, donc les partis politiques qui devaient travailler à être des groupes qui ont une étendue beaucoup plus nationale, les leaders se sont greffés sur leur ethnie pour créer les partis. Et donc, le même cycle qu'on a observé dans les années 60-72, c'est réglé. Et donc, l'unité nationale, l'État-nation, jusqu'à ce jour... a été compromise. Compromis jusqu'à ce jour. Bien, merci beaucoup. Et puis, ma dernière question sur ce sujet, avant qu'on ne passe à d'autres aspects dans ce débat. Que faire à présent pour faire du Bénin un véritable État-nation? Oui, il faudra d'abord que ceux qui dirigent, ceux qui ont la chance de nous diriger, d'adopter une posture qui démontre au niveau des citoyens et qui œuvrent pour l'unité nationale. Ça, c'est une posture qui doit être claire. Et maintenant, il y a le travail des partis politiques, et les politiciens, et qui doivent aussi travailler en sorte à ce que qu'ils doivent éviter de seulement se reposer sur leur région, mais avoir une politique d'envergure nationale, chercher à avoir un ancrage plus national que régionaliste. Donc, je crois que c'est un travail qu'il doit faire. Maintenant, dans la gestion de la chose publique, nos gouvernants doivent avoir la clairvoyance, pour que chaque Béninois puisse se sentir concerné par ce qui se fait. Et tant qu'il n'y a pas ça, je ne demande pas aux gens de ne pas respecter les lois et tout. Même les lois aussi doivent contribuer aussi à l'unité nationale. On doit les faire en sorte. Les citoyens, quel est le rôle du citoyen? Le citoyen, dans une république, un bon citoyen, c'est quelqu'un qui est un bon père de famille et qui respecte les lois de son pays. Dans son rôle de consolider l'unité nationale, de quel citoyen avons-nous besoin pour les temps à venir? Oui, on a besoin d'un citoyen patriote. Et qui a un amour, qui a une conscience d'abord, conscience même de la République et de l'État. Savoir que le Bénin aujourd'hui, c'est une entité.
Donc, qu'on soit du sud, du nord, quelle que soit la région, dès lors qu'on est béninois, nous sommes les mêmes. Je crois que ce sentiment-là ne peut quand même exister qu'à travers la gestion de l'État, au sommet de l'État. C'est cette gestion-là qui va susciter ce sentiment d'appartenance au niveau des citoyens. Merci, M. Zéphirin. Ouais. Marcel Zoumenou, vous, que doit-on faire pour que le Bénin devienne véritablement un État-nation comme voulu par les pères fondateurs? Oui, je crois que la première chose, c'est de bâtir une nouvelle citoyenneté. Et la notion de citoyenneté est encore très faible chez nous ici. Et quand on dit « je suis citoyen béninois », et ça n'émeut pas assez du béninois. C'est pas, par exemple, quand vous prenez un japonais, quand on dit japonais, il sait ce que ça représente pour nous. Mais pour beaucoup de béninois, ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Donc, il y a un travail d'éducation à faire. Moi, je crois que c'est les dirigeants actuels qui doivent réfléchir pour que dans les curricula de formation des enfants, déjà dès la maternelle jusqu'à le primaire, jusqu'au secondaire, qu'il y ait des cours qui parlent un peu de ces choses, c'est quoi être un citoyen béninois. Je crois qu'il y avait un intéressant discours du président Aromanegbe où il a décrit ce que c'est être qu'un citoyen dahomien. Je crois qu'il faut des cours pour enseigner aux jeunes ce que ça veut dire et leur montrer toute l'importance de cela. Deuxième chose, M. Aouga l'a dit, c'est l'exemple que les dirigeants doivent donner. Et le professeur Joseph Diogbenou a écrit un livre il n'y a pas si longtemps qui était titré « La gouvernance par l'exemple ». Je crois que les citoyens regardent souvent les actes que ceux qui les dirigent posent. Et si les dirigeants eux-mêmes donnent de bons exemples, quand tu veux nommer des gens, tu as la possibilité de nommer 10 personnes et tu nommes tous les 10 qui sont de ton village. Ça pose un problème. Tu ne peux plus venir maintenant pour tenir de beaux discours, pour dire non, il est à l'unité nationale, il faut privilégier tous les fils du pays. Ça pose un problème. Donc c'est pourquoi je dis, il y a les dirigeants qui doivent donner le bon exemple de ce qu'on appelle la notion de l'État. Et l'État, c'est peut-être si les citoyens de Kandi, si les citoyens de Perere, il est bon dans un domaine, on n'a pas besoin de dire « Ah, il n'est pas de mon ethnie, je n'ai pas confiance en lui », mais il faut le nommer. Donc, il faut bannir ces discours. Il faut aller au-delà de l'ethnicisation de l'État. Et donc, voilà les deux aspects que moi je vois. Aussi, il faut que nous puissions nous affranchir de certains paradigmes, de certaines pratiques courantes chez nous. Quand tu vois un Béninois qui te parle, il te dit « Tu es d'où ?» Mais il ne te demande pas de dire que tu es béninois. Il veut savoir de quel village du Bénin, de quelle ethnie tu es. Je crois que c'est des petites choses qu'on doit commencer par dire. Quand on me demande tu es d'où, je dois pouvoir dire je suis béninois. Je ne dois pas dire bon, moi je suis Adja, moi je suis Koutafon, moi je suis Nango, ainsi de suite. Au point où chaque fois qu'un président passe, on lui colle cette étiquette d'avoir régionalisé les choses. On a vu le président Boni ici, tout le temps on a dit « Ah, c'est les Nango qui sont au pouvoir ». Patrice Talon est là et de plus en plus, j'entends dire aussi « Ah, c'est un pouvoir fond, c'est un pouvoir fond, il faut que nous, les fonds, profitent ». Je crois qu'il faut qu'on finisse avec ces genres de discours pour qu'on puisse construire l'État-nation. Merci beaucoup, chers invités. Et puis, nous passons à d'autres aspects. Quel est aujourd'hui, Zéphirin Aouga, le bilan du Bénin après 59 ans en matière politique, je veux dire, de modèle politique? Quel héritage le pays est en train de laisser à la postérité? Oui, merci pour la question, mais je vais ajouter quelque chose que j'avais oublié, qui pourrait nous aider. Il y a aussi le fait que depuis 59 ans, nous n'avons pas une langue nationale. Ça aussi, avoir une langue aussi, ça donne le sentiment, ça concourt à l'État-nation. On a une multitude de langues. Jusque-là, on a fait, le gouvernement passé a essayé, l'ancien régime a essayé de faire quelque chose avec le ministre Béonvi et tout, mais ça n'a pas prospéré. Et jusque-là, nous sommes obligés de parler la langue française. Et quand vous voyez des gens aller au nord et tout, quelqu'un même qui peut parler Bariba, mais il est obligé de s'exprimer en français.
alors que ceux qui l'écoutent, à peine 2 ou 3, 4 personnes parlent correctement français. Donc il y a ça aussi qui nous manque, parce que les autres pays que nous avons, pour rebondir sur ta question, 59 ans, est-ce que le bilan est positif? Bon, en matière politique, quel est le bilan aujourd'hui en matière politique? Voilà. En matière de modèle politique, quel héritage est laissé? En matière politique, nous sommes toujours en chemin. On peut dire, après 90, on avait cru que quelqu'un avait fait un discours pour dire que nous avions vaincu la fatalité. Et il avait dit, dans un contexte très sérieux où nous venions de très loin. Nous venions de très loin. Après tout ce qu'on a connu, de 112 à 89, 90, nous venions de très loin. Mais on a vu que, au fait, dans la vie, tant que vous vivez, vous n'êtes jamais au bout de vos peines. Et que le Bénin, étant comme un être humain, continue son chemin avec encore des difficultés. Des difficultés malgré le renouveau démocratique. Je ne peux pas dire que politiquement, nous sommes heureux et que tout va bien. Il y a des soucis parce que les Béninois ne s'entendent pas sur tout. Mais il n'est pas dit que dans tous les pays, tout le monde puisse s'entendre sur tout. Mais il y a des querelles politiques aujourd'hui. Et on est en train d'appeler à une assise nationale, tout ça là. Laquelle assise, je ne sais pas si elle aura lieu parce qu'elle bat déjà de l'aile. J'espère bien pour nous qui sommes ici, les simples, comme j'aime bien le dire, les citoyens anonymes de ma catégorie, qui souhaitent quand même qu'il y ait une harmonie au plan politique, parce que c'est cette harmonie au plan politique qui va propulser le pays en avant, qui aura d'impact sur tous les autres aspects et du développement que nous recherchons. Mais cette harmonie-là n'existe pas encore. Et je ne peux pas donner une note maintenant sur le plan politique pour dire que le bilan c'est un bilan parfait. Nous sommes encore en chemin, on a du chemin. Et je crois que au-delà même de la démocratie, il nous reste quand même à trouver notre voie en tenant compte de notre culture, de notre mentalité et de ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Nous sommes en train de faire la démocratie à notre manière, mais on voit que nous ne sommes pas prêts pour ça. Nous n'avons pas ça dans le sang. Et même aujourd'hui, dans le monde, c'est un peu en panne. C'est un peu en panne. C'est un peu en panne. Donc, le bilan n'est pas ce qu'on aurait pu souhaiter, mais tant que le Bénin existe, je crois que nous allons espérer que ça s'améliore. Merci Zéphirin Ouga. Un bilan politique. Bon, moi, je vois que le bilan politique, c'est un bilan pas très reluisant. Un bilan pas très reluisant parce que quand vous faites le point, et j'ai parlé quand nous regardons les 3 grandes périodes, la première période qui va de 60 à 72, avec les querelles politiques, les coups d'État, tout ça, et on sent qu'il y a des personnalités politiques qui n'arrivent pas à s'entendre sur la manière dont il faut gérer le pays. Et après, de 72 à 90, il y a un seul homme qui a dirigé, qui a voulu imprimer son rythme, qui a voulu prendre une nouvelle idéologie dans laquelle certains Béninois ne se sont pas retrouvés, mais qui a quand même par la force imposé cette idéologie pendant des années. Donc, là aussi, on sent qu'il y a une difficulté à rester ensemble pour travailler. Et quand on est venu en 1990, et c'est là que j'ai le plus grand regret. J'ai un grand regret par rapport à l'aide démocratique que le Bénin a ouvert depuis 1990, c'est que progressivement, on a vu s'éclipser les personnes qui avaient des convictions au profit des personnes qui avaient de la voix. Et c'est le plus gros échec pour moi de notre démocratie. Ça dit que, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais très tôt, le système a été pris en otage par les plutocrates, les gens qui ont l'argent.
Et à la place des projets de société, à la place des idées, les idées ont été remplacées par l'argent. Et si vous suivez le processus de façon progressive, vous allez voir que le nombre d'intellectuels, de gens éclairés, qui se retrouvent en politique ont commencé par s'aménager au détriment des commerçants et des hommes d'affaires. Quand vous regardez notre Assemblée aujourd'hui, la majorité de ceux qui sont députés là-bas, c'est des hommes d'affaires. Et là, c'est la concrétisation de tout ça qui est l'arrivée du président Patrice Talon au pouvoir. Et il faut rappeler que cette élection qui l'a permis d'arriver au pouvoir a été une élection contrôlée par 3 hommes d'affaires. Les 3 premiers qui s'en sont sortis sont des businessmen, si je peux parler comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a un vrai problème à régler à ce niveau. Ça dit qu'on ne peut plus continuer à bâtir un système sur de l'argent, sur celui qui amène et qui donne. Au point où, toi, Fréjus, qui est là, si tu rentres ce soir à la maison, tu réunis peut-être 3 ou 4 de tes frères, tu dis, j'ai un projet sur lequel je suis sûr que parmi les 4 frères, un va te poser la question, est-ce que tu as l'argent? Ou bien quelqu'un va te demander, bon, tu as pris de l'argent sur qui? Donc, on ne croit plus que la conviction n'existe plus. Personne ne croit à la conviction. Quand tu dis que tu es convaincu, tu as un idéal, personne ne croit à toi. Et donc, moi, je crois que c'est un gros échec politique pour notre pays. Et si on n'arrive pas à régler ce problème, on n'est pas sûr de sortir de la situation du gouffre dans lequel on est. Manque de conviction politique, manque de leadership, la politique prise en otage par une plutocratie. Je vous résume ainsi, Marcel Zoumeno, le bilan n'est pas bien réduisant en politique pour le Bénin de 60 à nos jours. Et bien la question ici, elle se pose en ces termes. Que faut-il faire pour que dans 30, 20, 40, 50 ans, le bilan ne soit plus ce que vient de décrire Marcel Zoumeno. Que faut-il faire dans l'urgence pour redonner un modèle politique idéal au Bénin? Oui. D'abord, tout ce qui nous a retardé, et je crois qu'il a dit, il faut que l'argent retrouve sa place ailleurs. L'argent ne doit pas être l'élément principal en politique. La politique, ce sont les idées, et ce sont les convictions. Et si on ne fait pas en sorte que cela soit ainsi, eh bien, nous allons continuer toujours. Et ceux qui auront les belles idées, auront du génie, et qui n'auront pas d'argent, mais seront mis de côté. Mais ce sont les hommes d'affaires, les commerçants, ceux qui arrivent à faire quelque chose qui a un peu d'argent, qui vont se faire valoir simplement par leur avoir, alors que sur le plan moral, de la morale, sur le plan de leur moralité, de leur être même, ils ne valent pas grand-chose. Donc, il faut forcément que la vertu retrouve sa place dans l'organisation de la politique chez nous. En dehors de ça, il faudrait que nous ayons des partis, véritablement des partis qui soient de vrais partis et qui ne soient plus des clubs électoraux comme on a dit. Je crois que les gens ont essayé, on a toujours chanté ça. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu la réforme du système partisan qui est encore à toiletter parce qu'on ne s'entend pas encore sur ça et ça a créé pas mal de problèmes aujourd'hui. Donc, que les acteurs politiques puissent s'asseoir et se parler sincèrement, qu'on n'impose pas, qu'un groupe n'impose pas une idée à l'autre, mais que les gens échangent et que de commun accord qu'on puisse décoller politiquement. Véritablement. Okay. Marcel Zoumeno, on parle de bilan politique aussi. Le bilan politique aussi, c'est la séparation des pouvoirs. C'est aussi le pouvoir judiciaire dans le pays. C'est aussi le pouvoir des médias. Où en sommes-nous aujourd'hui de ces côtés-là? Est-ce que le Béninois a le sentiment aujourd'hui qu'il y a véritablement séparation de pouvoir et qu'il est dans un état de droit et que les médias jouent convenablement leur rôle? Tout est lié. Je parlais tout à l'heure de l'effondrement lié à l'implication poussée de l'argent dans la politique au Bénin. Donc, le même phénomène s'observe par rapport à la question que vous me posez.
quand vous voyez que la classe politique est de plus en plus composée d'hommes d'affaires, vous allez constater que progressivement, ces hommes d'affaires qui ont réussi à prendre en otage la classe politique, qui contrôlent à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, donc on constate qu'il y a deux autres pouvoirs qui a commencé par les échapper. C'est le pouvoir judiciaire et ce que nous appelons le pouvoir de la presse, le quatrième pouvoir. Et donc, ils ont simplement réfléchi et ils ont envoyé ce qu'ils ont, l'argent dans ces deux systèmes pour les disjoncter. C'est ce qui s'observe actuellement dans notre pays parce que, et quand vous avez regardé, je l'ai toujours dit, que l'effondrement de la presse en tant que pouvoir a eu lieu sous le président Boni Yayi. Moi, je lui dis toujours que c'est pendant les 10 ans de Yayi Boni que la presse a perdu ce pouvoir de choses-là. Mais sous le président Patrice Talon, on est en train de constater que le pouvoir judiciaire est en train de tomber également. Et donc, ceux qui ont l'argent ont simplement envoyé dans le système beaucoup plus d'argent pour disjoncter ces pouvoirs qui sont devenus des pouvoirs à leur sorte. En réalité, ne sont plus devenus des pouvoirs, mais des instruments à leur sorte qu'ils utilisent comme ils veulent. Et donc, tout est lié. Donc, moi je ne suis pas surpris de voir ce système devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais la solution que moi j'ai, la proposition que moi j'ai, c'est que, je l'ai toujours dit, il faut diminuer de façon drastique les salaires politiques. Le jour où on le ferait, ceux qui iront en politique n'iraient pas à conviction. Moi, je donne l'exemple, moi j'étais encore jeune, les commissaires du peuple. Ils n'avaient pas de salaire. Monsieur Aouda peut témoigner, ils n'avaient pas de salaire. Les commissaires du peuple, c'est l'équivalent des députés d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas de salaire, mais étaient fiers et faisaient du bon travail. Mais aujourd'hui, plus on augmente les salaires politiques, plus l'envie de gagner de l'argent est fort et plus le système devient de plus en plus corrompu. Donc, si on prend la décision, et c'est sur ce chantier que moi je voudrais attendre le président Patrice Talon, on prend la décision aujourd'hui de dire, bon, tel secteur, telle chose là, voilà vos salaires. Je donne des exemples. On dit, les députés, peut-être vous n'avez plus de salaire, vous avez plus de 500 000 par an. Tous les hommes d'affaires qui ont laissé leurs affaires, qui sont devenus politiciens, parce qu'ils savent désormais qu'en politique, on ne gagne plus que les affaires, vont retourner aux affaires. Ceux qui faisaient autre chose vont retourner. Ainsi de suite. Et donc, ça sera un moyen pour assainir le système, pour que ce soit des hommes de conviction qui nous dirigent. Partout dans le monde entier, et en matière ceux qui gagnent judiciaire, dans des systèmes démocratiques, c'est ceux qui ont des idées à défendre et non ceux qui ont de l'argent en poche. Et dans le monde judiciaire, le monde des médias, que faire pour redonner à ces corps leurs éclats, leur mission? Non, mais il suffit de laisser les journalistes faire leur travail et ne pas être obligé de prendre de l'argent chez les hommes politiques pour écrire. Une fois que le journaliste fait son travail en toute liberté, il pourra dire des choses qui gênent. Mais à partir du moment où il est obligé de courir pour aller prendre de l'argent chez l'homme politique, et c'est fini, il ne peut plus rien dire. Il crée un système une sorte de pacte. De dépendance. De dépendance vis-à-vis de l'homme politique qu'il est obligé d'accompagner. Et même ceux qui n'en prennent pas. Même s'il est dans le fond, il l'accompagne. Ont des épées sur la tête. Même ceux qui ne prennent pas de l'argent, il y a des institutions capables quand même de les faire taire en son temps. Oui, tout à fait, mais je crois que si on travaille à assainir tout le système, on pourra réduire un peu le taux de corruption et on pourra rendre le système, la presse beaucoup plus indépendante. Merci Zéphirin Aouga. Votre avis par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Oui, le diagnostic est fait. Hein. Ce diagnostic est fait. Vous ne pouvez pas être journaliste si l'organe qui vous utilise n'est pas en mesure de bien vous traiter et que vous êtes d'abord un homme. Le journaliste doit être quelqu'un de libre. La liberté est très chère. Quand vous êtes journaliste, si vous n'êtes pas libre, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Alors, dès lors que c'est comme ça et que d'abord dans le pays, vous n'êtes pas bien traité au point de vue salarial et que des gens qui ont la chance, qui ont un peu les moyens, c'est eux qui dirigent le pays, eh bien bon, si on vous demande de passer à gauche, vous passez à gauche. Ben, si vous ne le faites pas, eh bien, vous êtes affamé puisque même votre propre organe ne vous nourrit pas correctement. Eh bien, on vous tend la mèche
la perche et que vous ne la saisissez pas, eh bien, vous vous retrouvez à côté. Donc, il faut. Le problème, c'est au niveau même des organes de presse aussi qui doivent recruter de vrais professionnels qui sont bien traités. Afin de rendre la presse dynamique pour contribuer au développement tout tant espéré depuis 1960. Et par rapport à la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire et tout ceci, Zéphirin Marcel proposait tout à l'heure plusieurs pistes de solutions pour quand même rendre leurs éclats à tous ces corps-là, afin qu'ils jouent convenablement la leur rôle. séparation des pouvoirs, c'est pas nous qui l'avons créée. C'est sur la base de Montesquieu qui en a parlé. Et ceux-là, quand ils en parlaient, c'était pour que la justice puisse véritablement, la justice et la liberté, et ces valeurs-là puissent véritablement exister. Et si nous adoptons la démocratie et que nous ne concourons pas à la séparation réelle des pouvoirs, les pauvres citoyens de ma catégorie ne pourront plus seront écrasés par ceux qui ont l'argent, par ceux qui ont le pouvoir. Et donc, je crois que pour l'intérêt même de la population, puisque tout le monde ne peut pas être ministre, on ne peut pas être directeur et tout, mais qu'on recherche on fait en sorte que tous les Béninois puissent être égaux, quel que soit leur statut et social. Eh bien, si on est dans cette dynamique-là, on doit pouvoir faire en sorte qu'il y ait séparation de pouvoir pour que chaque institution puisse jouer son rôle dans l'intérêt supérieur de la nation. Eh bien, avant de passer à la phase économie, ma dernière question, est-ce que vous pensez que nous sommes venus au point où le Bénin doit redéfinir les bases de son développement, et ceci en passant par la révision constitutionnelle? Marcel Zoumel. Oui, en fait, avec les signaux montrés ces dernières années par notre système, je crois qu'il faut s'asseoir et revoir le contrat social, revoir notre contrat social. Et surtout ces 3 dernières années, où moi je vois des signaux qui ne rassurent pas, et dont beaucoup de Béninois ne doivent pas être fiers aujourd'hui. Donc je crois qu'il est important de s'asseoir pour dire, voilà les principes sur lesquels on s'était basé pour nous mettre ensemble en 1990, mais après 29 ans, on a constaté que sur ça, il y a des insuffisances et qu'il faut améliorer, rendre le système plus performant. Et donc, c'est après avoir fait cet inventaire de nos problèmes qu'on peut savoir si c'est en touchant à la Constitution qu'on peut régler nos problèmes ou bien simplement en prenant de nouvelles lois ou en corrigeant des lois existantes. En prenant nos responsabilités. Je ne suis pas pour une révision automatique de la révision. C'est-à-dire que, comme certains le pensent, il faut réviser la Constitution comme si c'est un effet de monde. Mais je crois qu'il faut d'abord faire l'inventaire des problèmes qu'on a vécu pendant les 29 ans. Et à partir de cet inventaire, voir si c'est en touchant à la Constitution qu'on peut régler. Et comment y toucher. Zéphirin Aouga, opinion partagée? Oui, on a éprouvé quand même un peu cette Constitution-là, hein, et les problèmes. Je ne veux même pas rester dans l'actualité, ce qu'on a connu des dernières élections et tout. Il y a plein de choses. Et je veux seulement prendre un exemple. Au moment où on votait la nouvelle loi, et on parlait, je ne sais pas si M. Marcel pourra me démentir, on parlait des cautions. Tout à fait. Des cautions. Tout à fait. Et pour des théoriciens, on pensait que pour un pays comme le nôtre, bon, il faut donner une caution de 249 millions et on fait des petits calculs pour un pays comme le nôtre. Et moi, je pense que il faut trouver un moyen pour régler ces problèmes-là. Personnellement, moi, je n'étais même pas pour la caution. Le cursus fiscal encore, je comprends. Mais que dans un pays, lorsqu'un Béninois se donne la main, au moment où nous on était tout petits ici, pendant la Révolution, un peu juste une petite anecdote, dans les quartiers, lui il a parlé des commissaires, du peuple. Il y avait les coffres, les coges, ce sont les petits chefs de quartier là qu'on nommait. Mais au début, vous savez comment, il n'y avait pas de direction. Vous montez sur un tabouret dans votre quartier.
Et tout le monde vous regarde et on dit, oui, c'est M. Aouga. Non, 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 il n'est pas gentil, il n'est pas bon, c'est un coureur de jus. Bon, c'est ceci. On ressort vos défauts. Vos défauts, et puis on vous dit, non, 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 il n'a qu'à descendre. Et puis c'est M. c'est on là qui regarde, puis on lui dit plein de choses, et puis il dit, c'est M. Marcel. Il dit, ah, oui, oui, il est bon. Lui, là, il est très bon. Lui, on le prend. Et c'est comme ça, vous devenez, et vous devenez chef quartier. Démocratie populaire. Vous devenez chef quartier. Mais en ce moment-là, on ne parle pas de caution. Celui qui monte sur le tabouret, on ne lui demande pas de donner caution. C'est le peuple qui témoigne pour lui. Le peuple devient une caution. Oui, c'est le peuple qui fait sa caution, qui témoigne pour lui. Mais aujourd'hui, on est parti et jusqu'à des chiffres qu'on entend nulle part dans le monde entier. Donc, ceci revient à ce que vous dites. Il y a un problème à régler à ce niveau-là. Je crois que toujours le problème de l'argent. Ceux qui réfléchissent doivent réfléchir autrement. Moi, je ne suis pas professeur de droit, bac plus 15 ans, 20 ans, mais je crois que ceux-là qui pensent à ces choses-là doivent voir un peu dans le monde comment ça se fait et réfléchir autrement pour montrer que pour être au service de son pays, il n'y a pas de caution en tant que tel. Et même s'il doit avoir caution, on ne doit pas aller jusqu'à ces aberrations-là, 249 millions. Merci, M. Zéphirin Aouga. Donc, c'est des choses à corriger. Si la caution peut permettre à cela, ce serait bien. Eh bien, Marcel Zoumenou, nous allons aborder rapidement le bilan économique. Aujourd'hui, après 59 ans d'indépendance, quel bilan le Bénin présente en matière d'économie? Je crois que tout le monde peut faire le même témoignage que moi, que le Bénin est toujours resté un pays pauvre. On n'est pas dans les pays développés, on n'est pas dans les pays à revenus intermédiaires, on est toujours classé parmi les pays pauvres. Et donc, très endetté. Voilà. Aujourd'hui, on fait un effort de se suffire. On fait un effort de se suffire, mais on n'arrive pas parce qu'on est obligé de contracter des prêts à droite, à gauche pour régler nos problèmes. Donc, non, sur le plan économique, je crois que nous n'avons pas eu un bilan reluisant. C'est vrai que quand on regarde tout autour de nous, on peut aussi dire, bon, c'est le contexte africain qui est cela, les autres pays, ça ne va pas mieux que ça. Quelle perspective il faut adopter maintenant? Nous savons que nous n'avons pas d'industrie, le coton, le porc, la fiscalité, nous nous basons sur ce que je viens de citer pour quand même avancer, faire notre petit chemin. Que faut-il faire pour relever l'économie du Bénin? Je crois qu'il faut travailler à bien faire ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous sommes une économie de service. Une économie de service, c'est que nous avons un port, nous avons un petit truc, et puis nous avons l'agriculture. Donc, il faut que, moi je l'ai toujours dit, si nous voulons réellement que nous puissions être mieux demain, c'est d'investir un peu dans l'agriculture, pour que le cultivateur qui peut produire aujourd'hui peut-être 2 tonnes de maïs puisse avoir la possibilité d'en produire 20. Et quand nous allons en produire assez, nous avons à côté de nous, le Nigeria a 150 millions d'habitants, nous pouvons exporter un peu. Moi, je connais des gens ici qui exportent de la pomme de terre au Nigeria. Donc, je crois que c'est à ce niveau qu'il faut organiser un peu. Se baser sur l'agriculture pour travailler faire un pilier de développement. Voilà. Travailler Merci, beaucoup plus l'agriculture. Marcel Zoumenou. Il y a le coton qui est en train de faire quelques exploits. Il faut continuer dans cet élan. Et il y a les services. Il faut rendre le système beaucoup plus attractif pour que les gens des pays de l'Interland, le Niger, le Mali, le Burkina, qui viennent utiliser nos ports, les services choses là qu'on a ici, puissent continuer à venir et ne pas aller ailleurs. Je crois que si Merci beaucoup. Travaille sur en matière de l'économie, Zéphirin Aouga, il faut aussi se pencher quand même sur la lutte contre la corruption pour quand même permettre à ce qui se fait d'être bien fait sans que des individus ne viennent corrompre. Absolument. Puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, avec tout ce que M. Zoumenou a dit, j'ajoute seulement la conscience patriotique. Parce qu'on va aller juste au temps de la Révolution. Les révolutionnaires avaient voulu d'un pays libre, indépendant et tout. Et on a créé plus de 400 sociétés dans le temps. Je ne sais pas si M. Massé se rappelle. C'était les Béninois qui géraient ces sociétés-là. Mais quelques années après, ces sociétés ont fermé les unes après les autres.
Et c'était les Béninois qu'on nommait à ces sociétés-là, des détournements par-ci, donc il y a ce travail aussi du citoyen béninois dont M. Marcel avait parlé au départ. Il faut travailler le citoyen béninois qui comprenne que tout ce qu'il fait sur le plan public, là, c'est pour l'ensemble qu'il le fait. Et si cette conscience-là peut aussi se développer, ça pourra contribuer à ce que d'ici 30-40 ans, nous pourrons dire que bon, nous avançons comme à l'instar de la Corée, à l'instar du Japon et tout. Et je reviens sur le problème de la langue aussi. La langue. Nous avons compris. Nous reviendrons sur ça plus amplement si nous ne nous sentons pas béninois, émissions. Béninois, nous n'allons rien faire. Rien faire. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à Marcel Zoumeno de nous donner son mot de la fin. Et ceci, je voudrais bien le prier de l'asseoir sur le bilan culturel du Bénin et les perspectives, comment faire de notre culture un pilier de développement. Marcel Zoumeno, votre mot de la fin. Le bilan culturel, on a eu en 1993 le festival Ouida 92 qui a permis de réchauffer tout ce passé culturel très riche de notre pays. Mais depuis, on n'a pas un grand événement culturel qui caractérise notre pays à l'international. Le président actuel, le président Patrice Talon, a dit qu'il ferait de la culture un des vecteurs du développement. Et donc, moi, j'attends des actions fortes, des projets novateurs qui puissent drainer le monde, drainer beaucoup plus de plus-value pour notre économie. Et parce que notre culture, elle est si riche que si on sait bien la vendre, on peut gagner beaucoup d'argent dedans. Enfin, ce que je vais dire, c'est que le Bénin, j'ai comme l'impression qu'il y a un travail à faire pour changer la tête du Béninois. Quelqu'un a dit qu'il faut corriger la tête de la tête. Et je vais répéter cette phrase, sinon on sera surpris. Je voulais finir par une citation du président Kérékou qui a dit, mais le Bénin a l'habitude de surprendre le monde, mais il arrivera aussi que le monde surprenne le Bénin. Je ne souhaite pas que le monde surprenne le Bénin et qu'on se réveille un matin en constatant qu'on est les derniers. C'est cela mon souhait. Il faut qu'on travaille. Merci Marcel Zoumeno. Zéphirin Aouga, votre mot de la fin sur les perspectives en matière de culture. Oui, c'est un pays très riche en culture. Je crois qu'à l'instar du programme du gouvernement actuel qui demande qu'on nous envoie les biens culturels et tout, je crois qu'il va falloir continuer dans le même sens pour que le réveil culturel ne s'observe pas seulement au niveau des biens culturels qu'on va nous rapatrier, mais que cela s'observe aussi dans tous les autres aspects de la culture, de notre culture, pour pouvoir emprunter leurs mots afin que nous puissions nous révéler au monde dans lequel nous sommes, parce que c'est seulement par la culture qu'on se révèle aux autres. Il est vrai qu'il y a l'économie qui doit être le pilier et tout, on a parlé de ça, il y a la politique, mais en plus de ça, il y a la culture. Il faut voir simplement ce qu'a été la ferveur, et comment est-ce que les écureuils, ce qu'ils ont montré en Égypte la dernière fois, il faut voir l'aspect, l'impact que cela a eu sur ce pays, ne serait-ce que 15 jours. Alors si on innove sur le plan culturel, où on a un grand festival, avant, même pendant la Révolution, on avait un grand festival à Cotonou ici, tous les anciens, les musiciens traditionnels, tous là, chaque année, venaient jouer ici. Donc, il faut que les gens innovent dans le même sens, et aussi bien dans le sport, on a vu les écureuils, que ça continue. Dans la culture, on a plein de talents, des jeunes qui sont prêts et qui veulent seulement être encadrés pour montrer. Et puis, nos dignitaires, dans nos villages, dans nos choses-là, il y a plein de choses que nous avons. Merci. Il faut valoriser. Merci Zéphirin Aouga, merci Marcel Zoumeno et merci à vous, chers téléspectateurs. Eh bien, Bénin, 50 ans d'indépendance, bilan et perspective, c'est déjà la fin. Vous l'avez entendu, le bilan n'est pas bien reluisant depuis 59 ans. Eh bien, le Bénin doit pouvoir réviser le contrat social pour véritablement amorcer le développement tant espéré et construire un État-nation en redonnant la conscience patriotique à tous ses citoyens. Et ceci passe par un travail très profond des leaders politiques, des politiciens des partis politiques et du Béninois lui-même. Merci de nous avoir suivis.